Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je n'ai rien à vous dire. Je te remercie d'être là, je suis ravie de te retrouver et comme d'habitude, si cet épisode te plaît, s'il te parle, si ça résonne avec toi, je t'invite à le liker, à le commenter et à le partager avec des personnes pour lesquelles ça pourrait résonner également. Pour me présenter rapidement, je suis Hélène, art thérapeute et énergéticienne, et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi mes réflexions, mes expériences, mes prises de conscience qui me permettent d'avancer au quotidien sur mon chemin et qui, je l'espère, vont pouvoir t'apporter des clés pour ouvrir les portes de ton propre chemin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la question de la réussite, mais je te propose pour ça de changer d'angle de vue, de perspective et d'aller observer la réussite du côté de la peur de la réussite, la peur de réussir. Ça te semble contradictoire, moi aussi sur le coup, et pourtant en allant regarder d'un peu plus près des situations que je vis là en ce moment, je me suis rendu compte que je n'avais pas peur d'échouer, mais que j'avais peur de réussir. Et tu l'auras compris, comme à chaque fois que j'ai une prise de conscience, un flash, quelque chose qui fait tilt, je vais chercher d'où ça vient, comment ça se manifeste, quelles sont les conséquences, éventuellement les bénéfices, et aussi comment remédier à la situation. Donc là, c'est ce que je te propose de voir dans cet épisode. Alors, avant d'aller voir tout ça en détail, j'ai envie de partager avec toi comment ça m'est venu. Et là, je suis émerveillée de constater que c'est rarement dans les grands moments de vie, dans les moments où il se passe un énorme truc, que j'ai mes flashs, mais dans des petits moments de vie qui paraissent complètement anodins. Là, ça s'est passé au moment où une copine est venue manger à la maison, elle me partage une expérience de vie, comme par hasard qui fait écho à une expérience que j'ai pu vivre, et en lui partageant ce que moi j'ai vécu à ce moment-là, je lui explique qu'il y a une action qui fait sens pour moi, qui vibre pour moi, qui me semble évidente de mettre en place. Et malgré ça, dès que je demande à mon pendule si c'est le bon moment pour la mettre en place, mon pendule me dit non. Et elle me dit, bah ok, bah alors, quelle part de toi te dit non? Quelle part de toi n'est pas ok avec le fait de mettre en place cette action? Et là, je me rends compte, en lien avec ce que j'ai pu partager dans le premier épisode, pourquoi je procrastine, que je suis OK avec le pire scénario, qu'aussi bien sur le court terme ou sur le long terme, le fait de mettre en place cette action et de prendre le risque d'aller chercher le oui, ça nourrirait mes valeurs hautes. A priori, tous les feux sont au vert, d'autant plus que à ce moment-là, j'ai l'impression de ne pas avoir d'attente vis-à-vis de cette action, que je suis détachée du résultat. Sauf que dans ma tête, ce qui se passe, c'est que c'est très visuel. Je me vois faire l'action et c'est comme si plusieurs lecteurs DVD se mettaient en route avec plusieurs films possibles en fait, plusieurs scénarios possibles à ce moment-là. Et je me rends compte que du pire scénario jusqu'à tous ceux en fait qui, on va dire, qui se passent négativement pour moi, entre guillemets, où le résultat est négatif, où on reste du côté du non, je suis OK avec ces scénarios et je me rends compte qu'en fait, je suis beaucoup plus préparée à ces scénarios-là qu'au scénario où ça enclencherait quelque chose de positif, où il y aurait un oui en résultat à cette action. Et au moment où je vois en fait finalement le scénario idéal pour moi, je me rends compte qu'il y a une espèce d'anxiété qui naît à l'intérieur de moi, qu'il y a mon cœur qui s'emballe un petit peu, et une espèce de truc qui fait, une espèce de bouffée de, ouais, d'anxiété qui fait, mais alors en mettant en place cette action, et si j'ai mon scénario idéal qui se met en place, voilà ce qui va se passer. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte et que je dis à ma copine, mais en fait, j'ai peur de réussir à ce moment-là. Et la façon dont je peux définir la peur de réussir, pour moi, c'est quand tu ressens de l'anxiété à l'idée d'atteindre tes objectifs ou de réussir dans un domaine particulier. Et je suis allée chercher en me disant non mais c'est pas possible. Et oui, la peur de réussir existe bel et bien. Et on peut même y donner un nom, c'est ce qu'on appelle le syndrome Poulidor. Donc Poulidor, c'était un cycliste qui, entre les années 60-70, a fini éternellement sur la seconde place du podium.
Je crois qu'il a fait 8 fois au Tour de France, 8 deuxièmes places au Tour de France. Et si ma mémoire est bonne, parce que ça je ne l'ai pas noté, mais 4 podiums internationaux où en fait il a fini à la seconde place. Donc cette éternelle seconde place, ça s'appelle le syndrome Poulidor. Donc la peur de réussite. La peur de réussir, ça peut être associé au syndrome Poulidor. Et ça m'a semblé complètement contre-intuitif d'avoir peur de réussir. On parle plus souvent de la peur de l'échec, ce qui me semble beaucoup plus pertinent que la peur de réussir. Et en allant chercher d'où ça pouvait venir, au fur et à mesure, ça a pris du sens pour moi. Quant à d'où ça vient, en fait, je pense que c'est très enraciné en nous, très enraciné dans le passé, dans ce qu'on a pu vivre dans notre enfance et dans les expériences passées. Donc, il ne s'agit pas dans l'épisode d'aller voir d'identifier toutes les possibilités parce que c'est propre à chacun et selon sa propre histoire. Mais là, ce que je te propose, c'est d'aller regarder ce qui se joue chez moi parce que je pense sincèrement que ça peut résonner avec toi. Le premier truc que j'identifie, la première raison pour laquelle je peux avoir peur de réussir, en lien avec cette action-là, mais aussi dans d'autres domaines, je pense que ça peut s'appliquer dans plein de domaines, c'est la peur du changement. Parce qu'au moment où je me visualise en train de faire cette action, d'avancer vers mes objectifs, d'avancer vers un de mes rêves, et d'avoir le oui, je me rends compte de tous les changements que ça pourrait potentiellement générer dans ma vie. Et que là où je suis installée confortablement dans une situation que je connais bien, dans laquelle je me connais bien, où je sais comment je fonctionne, je prendrai le risque d'avancer vers une situation complètement inconnue, où je sors complètement de ma zone de confort et où je ne me connais pas, je ne connais pas mon fonctionnement face à cette situation, dans cette expérience en fait. Et ça peut s'expliquer, ça peut se donner à voir dans plein de domaines. Je vais prendre le côté pro dans un premier temps parce que c'est le premier truc qui m'est venu, c'est quand tu es étudiant, étudiante et que tu passes à la vie active. Alors certes, tu as peut-être eu une première expérience avec un job étudiant, si tu étais en alternance ou en apprentissage, mais le jour où tu rentres officiellement dans la vie active, là clairement c'est un des changements majeurs dans ta vie finalement. Et moi, je me vois encore en ayant mon concours de prof à l'époque, avec mes 2 petits mois de préparation là pour préparer ma classe et basculer le jour de la rentrée, à me retrouver en plein milieu de ma classe avec 27 enfants de 2-3 ans qui pleurent, les pauvres, mais toutes les larmes de leur corps, qui cherchent à s'enfuir de la classe, d'autres qui se demandent ce qu'ils font là, tout autant que moi d'ailleurs. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, ouais, ok, théoriquement, j'ai appris à enseigner, mais dans la pratique, je n'y connais rien. Et donc, j'ai appris sur le terrain, et ça a été une des grandes bascules. Alors, je m'en suis très bien sortie hein, le jour de cette rentrée, mais vraiment, il y a eu ce moment où je me suis dit: «Ah ouais, ça y est, je suis en plein dedans là» et je sais pas du tout, du tout, du tout comment ça va se faire en fait. Et ça s'est fait avec l'expérience, avec le cheminement et finalement, voilà, chaque jour j'ai appris un peu plus et en fait c'était tout simple, hein, mais en apprenant à découvrir ces enfants devant moi, en les écoutant, en les observant, en étant présente finalement et ben j'ai su comment faire et après, bah, forcément, j'avais quand même quelques notions grâce, à mes années d'études et à mon master. On va pas non plus dire que je suis arrivée sans rien en classe et heureusement. Et si on reste dans le domaine pro, quand tu changes de boulot, quand tu changes de boîte, tu passes, d'une ambiance, d'une équipe que tu connais, d'un lieu, enfin bref, tu as tes habitudes, tu as ton organisation. Quand tu changes de boîte, ben, tu changes toute cette organisation, ses habitudes, et cetera. Et même sans changer de boîte, quand tu as une promotion, quand tu changes de poste, tu changes aussi peut-être tes responsabilités. Donc ça va avoir un impact, une influence peut-être sur ta vie. Tu vas peut-être arriver plus tôt le matin, partir plus tard, le soir, peut-être avoir moins de temps pour d'autres choses. Bref, ça demande un réajustement. Et l'exemple qui est venu de la façon la plus flagrante pour moi, pour en avoir parlé avec des potes récemment, c'est sur le plan sentimental. Quand tu passes du célibat à une nouvelle relation, quand tu as passé plusieurs années à penser à toi, à vivre à ton rythme,
à ne prendre des décisions que pour toi, sans faire de compromis, de concessions, puisqu'il n'y avait que toi dans l'équation. Quant à ton organisation, ton mode de vie, ton rythme, le fait de prendre celui de quelqu'un d'autre en considération, de réaménager finalement ton organisation et ton rythme, ça peut faire peur. Ça peut te pousser à finalement peut-être saboter la relation parce que tu peux avoir envie de cette relation, envie de construire un nouveau partenariat amoureux, mais très inconsciemment, il peut y avoir une part de toi qui se dit mais attends, là on a mis autant de temps à trouver un équilibre, on est tranquille, pépère, on est complètement serein, on est en paix, on est bien avec nous-mêmes, et là tu vas prendre le risque d'aller tout faire basculer. Et très inconsciemment, peut y avoir cette peur de perdre cette sérénité, cette paix, cet équilibre. Et ça vaut aussi sur les autres domaines, hein, bien sûr. Mais pourquoi le plan sentimental m'a paru encore plus flagrant? Parce que ça m'a permis de prendre conscience aussi qu'en fait, en échangeant avec mes potes là, c'est que quand tu as passé autant de temps avec des habitudes, là, la peur qui revenait, c'était la peur de s'oublier, de se fondre dans ce couple et de se suradapter pour plaire à l'autre, pour lui convenir. Enfin voilà, après, ça pourrait faire tout un épisode aussi, mais voilà, cette peur du changement, cette peur de potentiellement perdre un équilibre que tu as mis du temps à construire, ça peut te pousser parfois à, très inconsciemment, à saboter les choses parce que tu as peur de réussir. Peut-être que tu as envie d'être en couple depuis un bon bout de temps, mais qu'il y a une part de toi qui ne te connaît pas dans cette situation ou qui ne te connaît plus et qui se dit non mais moi j'y vais pas. Dans une promotion par rapport au boulot, peut-être tu vas pas postuler à ce poste parce que une part de toi se dit non mais moi je suis tranquille, au moins je sais comment je fonctionne dans ce job-là. Donc il y a cette idée aussi que quand tu réussis, dans un certain domaine, quand tu réalises un rêve, que tu mets en place un projet et que tu as du succès dans cette mise en place, ça peut t'amener aussi à changer l'histoire ou les histoires que tu te racontes depuis très longtemps, voire depuis toujours. Quand tu te lances dans une nouvelle aventure, quand tu fais face à une nouvelle situation, tu peux être amené parfois à déconstruire les scénarios sur lesquels toutes tes fondations sont bâties. Je vais prendre un exemple très personnel pour le coup. J'ai grandi en entendant très régulièrement que j'étais fainéante, que j'étais moyenne, que j'étais bonne à rien, en gros. Bref, que je n'étais pas assez. Et pour être aimable, être aimé, en gros, tu restes dans ton coin, tu ne fais pas trop de bruit, tu bouges pas trop non plus, tu t'exprimes pas trop. Bref, si tu peux rester dans ton coin et ne pas trop déranger les grands, ce serait bien. Donc reste dans ton coin, fais ta vie, mais sans trop te faire entendre en fait. Te fais pas trop voir. Tu te doutes bien que c'est pas vraiment le discours et le comportement, les comportements qui te permettent de développer une confiance en toi de dingue. Clairement, tu bien gentil ma belle, mais tu vas rester dans ton coin et puis surtout, bon, t'es pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Pour les nordistes, t'es pas la frite la plus salée du cornet, hein, n'est-ce pas? Donc forcément, je vais prendre cet exemple encore une fois très, très perso, mais quand je choisis, quand j'émets le souhait de créer quelque chose qui vient de ma propre idée, de mes propres mains, bah, il y a un truc en moi qui me dit ouais, mais bon, t'es fainéante, t'es moyenne, t'es bonne à rien, qu'est-ce que tu comptes faire en fait, clairement? C'est pas les idées qui te disent ouais, vas-y, je vais oser tenter quelque chose de dingue et je vais oser briller. Sauf que ces dernières années, la vie est venue me montrer que j'étais tout sauf les étiquettes qu'on m'avait collées depuis que j'étais gamine. Là où j'ai avancé en me disant que j'étais fainéante, pas assez courageuse, que j'étais moyenne et que en gros, bon, t'es pas la truite la plus nacrée de la rivière,
quand j'ai appris, et ça c'était une grosse bascule pour moi parce que ça a été un très gros choc et pas facile à encaisser celui-là, c'est quand j'ai appris que j'étais haut potentiel. Eh ben cette blague, parce que moi c'est pas ce qu'on m'a raconté et en fait, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Le jour où, j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Non mais toi tu es surdoué, pardon», tu vois? J'ai même du mal à le dire. Elle m'aurait mis une claque, cette personne, c'était pareil. Clairement, c'était pareil. Je l'ai très mal vécu et bon, bah, finalement, alors j'aime pas ce mot surdoué, parce que c'est pas comme ça que je l'ai vécu, mais voilà, les choses ont fait après qu'en effet, ça s'est confirmé. Mais pareil, là, le but, c'est pas de me coller une étiquette de HP, de haut potentiel sur moi et de dire: «Eh vas-y, je suis comme ça». Non, c'est juste qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est venu complètement faire exploser les, idées sur lesquelles je me suis construite pendant, plusieurs dizaines d'années, quoi. Donc ça a volé en éclats. Alors maintenant, le but, c'est pas d'aller m'enfermer derrière une nouvelle étiquette, mais il y a des moments de ta vie où, clac, l'histoire que tu t'es racontée et qu'on t'a racontée et ben, ça tombe, en fait, ça s'effondre. Tes fondations, tu te rends compte qu'en fait, elles ont été bâties dans du sable et qu'en fait, il y a rien qui tient la route et tu dois te redécouvrir là-dedans. Donc une nouvelle situation avec des changements et surtout si tu as cru toute ta vie qu'en fait, tu allais pas faire grand-chose et que tu allais finir comme ton père et que dans l'idée, ton père allait finir par crever tout seul sous un pont, bah, c'est-à-dire que tu te dis pas, que toi, tu vas réussir à faire des choses extraordinaires ou même que tu vas réussir à faire quelque chose tout court d'ailleurs. Donc, au-delà de cette peur du changement, il y a aussi, pour moi en tout cas, ce que j'identifie, c'est un manque de confiance en moi. À la limite, avec l'histoire que j'ai entendue pendant des années, vaut mieux pas que je tente quelque chose de nouveau, que je tente quelque chose en dehors du commun, on va dire, parce que j'ai plus de chances d'échouer qu'autre chose, quoi. Donc autant ne rien faire. Comme ça, je prends pas le risque d'échouer, mais je prends pas le risque de réussir non plus. Cette peur de ne pas être à la hauteur, c'est venu me chercher sur le fait, oui, mais à la hauteur de qui finalement? À la hauteur de ceux qui m'ont raconté l'histoire comme quoi j'étais bonne à rien? À la hauteur de ce que moi, du coup, de la façon dont je me vois? À la hauteur de ce que je projette? Parce que parfois aussi, c'est que quand on a un rêve, quand on a un projet, quand on a quelque chose qu'on veut mettre en place, que ce soit, un voyage, que ce soit une nouvelle relation, sentimentale, que ce soit, un job ou alors créer son entreprise, enfin ça peut prendre plein de figures différentes en fait, plein de formes différentes. Souvent tu vas te projeter, tu vas te faire une idée, une espèce de fantasme du truc. Donc des fois, c'est la peur aussi de ne pas être à la hauteur de ce que tu as projeté. Mais ça peut, en effet, ne pas être du tout ce que tu as projeté, mais ça peut être encore bien mieux parce que très souvent, notre esprit, notre petit cerveau humain, comme on ne l'utilise pas dans toutes ses capacités, on est très, 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 très limité dans notre façon d'imaginer les choses. Et qu'en fait, on voit pas plus loin que le bout de notre nez, très souvent. Cette peur du changement, ce manque de confiance en moi, même si c'est en voie d'amélioration, c'est pas encore parfait, mais je pense que ça s'apprend, j'apprends et tant mieux. Et il y a un truc qui est venu, un troisième point beaucoup plus insidieux, mais que j'ai touché du doigt quand même. Et c'est pas la première fois d'ailleurs, c'est une sorte de culpabilité en lien avec ma famille. Cette espèce de loyauté familiale, ce genre de croyance un peu à la noix, là, où tu te racontes que tu ne peux pas faire mieux que tes parents, que les membres de ta famille, en fait. Mais ça vient avec ce manque de confiance pour moi là, c'est mais t'es qui toi pour oser faire des trucs alors que bah, qu'on croit pas tellement en toi finalement. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui veut créer une entreprise alors que dans sa famille il n'y a aucun entrepreneur, que on est salarié depuis des décennies, voire des générations et que c'est très bien comme ça, si, la famille, c'est pas des sportifs et que toi, tu es sportif, enfin, il y a plein d'exemples, en fait. Mais moi, je j'ai senti ce petit fil d'espèce de loyauté familiale. Non, mais en fait, je peux pas faire mieux qu'un tel ou un tel ou un tel. De peur d'être rejetée, de peur d'être différente. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que je risque?
d'être pleinement moi-même? Oh ben, clairement, c'est un risque que je suis prête à prendre. Voilà, moi, c'est ce que j'ai identifié, cette peur de réussir. Derrière cette peur de réussir, puisque c'est un peu comme les trains, une peur en cache une autre. C'est pas peu en cacher une autre, hein. Très souvent, c'est une peur en cache une autre. Il y a la peur de surface et il y a tout la partie immergée de l'iceberg. Derrière cette peur de réussir, il y a la peur du changement, le manque de confiance en moi et finalement la peur du rejet de ma sphère familiale et peut-être même de ma sphère amicale, on va dire. Peur de peut-être aussi, alors quel que soit le projet, hein, mais que ce soit un défi d'aller courir le marathon de Paris, que ce soit lancer ta propre entreprise, il y a plein d'exemples, mais t'es qui toi pour oser? Et puis peut-être la peur aussi, dans la peur du changement, ça me vient là maintenant, la peur de changer toi-même et finalement d'être rejeté, d'être regardé différemment en fait. Peut-être la peur du jugement, des critiques. Voilà, il peut y avoir plein de peurs derrière une seule finalement. Voilà ce que je peux observer pour moi. Et comment ça se manifeste? Alors, pareil, je pense qu'il y a plusieurs façons de manifester cette peur de réussir. Bah, la première, moi, ce que j'ai observé, c'est la procrastination. J'ai peur d'aller chercher lui, donc bah, je ne fais rien. Comme ça, au moins, je suis tranquille, je prends pas de risque. Ça peut être donc l'auto-sabotage, s'empêcher de saisir une nouvelle opportunité. Alors, ça peut être conscient, mais très souvent, à mon avis, c'est inconsciemment. Si je reprends l'exemple de la nouvelle relation, ouais, mais attends, je suis bien dans ma vie, je suis tranquille, je suis en paix. La dernière fois en plus, ça s'est pas super bien passé, ma dernière relation. Bon, ben, du coup, qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner? Qu'est-ce que je vais aller prendre le risque, finalement? Donc, tu peux t'auto-saboter. Tu peux t'enfermer, en fait, dans une situation qui ne te correspond pas. Tu as l'impression qu'elle te correspond, tu as l'impression d'être en sécurité dans cette situation, dans cette zone de confort, mais, mais en fait, tu es peut-être en train de t'éteindre et de fermer la porte à quelque chose qui te permettrait d'évoluer et de grandir. Ça peut être des petits objectifs aussi. Peut-être que toi, ton rêve, c'est d'aller faire un séjour en sac à dos, je sais pas moi, genre au Pérou pendant plusieurs mois avec des randonnées de ouf. Mais bon, voilà, je vais pas trop m'aventurer et puis je vais juste aller faire une petite rando dans les Cévennes parce que c'est tranquille, c'est pas trop loin et je suis en sécurité. Alors ça peut être une première étape, hein, qu'on se le dise, pour préparer ton plus grand voyage. Mais peut-être que des fois on se retient et on se fixe des petits objectifs, comme un entrepreneur qui va faire une offre, vas-y, il va fixer un prix bien en dessous de ce que l'offre vaut. Parce que bon, quand même, je suis qui, moi, pour aller chercher, générer l'abondance financière et matérielle, tu vois? Donc tu peux avoir des fois des grands rêves et te contenter de bien peu par peur de réussir. Donc ouais, procrastination, autosabotage, des petits objectifs, s'enfermer dans une situation qui te correspond pas et alors moi, alors moi maintenant, mais ça a été ça quand même pendant pas mal de temps, c'est de changer d'idée régulièrement, mais très souvent et en fait de ne pas aller au bout des choses. Et c'est pas de la procrastination pour le coup, c'est de ne pas aller au bout des choses, d'abandonner en cours de route, parce que c'est quelque chose pourtant dont j'ai envie, mais il y a ce truc, mais en fait, non, faudrait quand même pas que je prenne le risque de réussir en fait. Vraiment, ça a été assez flagrant. En fait, j'ai tellement d'exemples que il y en a tellement qui fusent que ça vient pas. Mais à plusieurs moments de ma vie, je me suis trouvée à initier quelque chose, à initier un projet, et finalement à laisser tomber, à mettre entre parenthèses, voire à abandonner complètement. Alors c'est bien gentil tout ça, mais une fois qu'on a identifié ça, qui est déjà une grande étape, parce que franchement, moi, c'est venu me frapper là, il y a quelques jours, quelques semaines, je n'avais pas vu ça chez moi avant. Donc déjà, en prendre conscience, c'est déjà la première étape. Mais comment on surmonte cette peur de réussir? Alors, je ne vais pas prétendre avoir la solution puisque je suis en plein dedans. Si ça se réglait d'un claquement de doigts, ce serait génial et je te ferai un épisode extraordinaire à ce moment-là, tu vois. Mais comment on peut surmonter ça? Et la première chose, puisque j'en parle, c'est
pour moi, c'est aller augmenter l'estime de soi et la confiance en soi, puisque c'est une des raisons qui me pousse aujourd'hui, enfin une des choses qui nourrit cette peur de réussir finalement. Aller augmenter cette estime et cette confiance en soi. Le truc aussi, c'est finalement un peu lâcher les résultats et prendre en compte le chemin, en fait le cheminement. Comme exemple plus concret, là, l'action que je veux mettre en place et que je ne fais pas pour l'instant, finalement, le résultat, je ne vais pas dire qu'il aura zéro importance parce qu'il peut avoir un impact plus ou moins conséquent sur ma vie. Mais finalement, rien que l'idée d'avoir cette action que je ne mets pas en place, d'avoir la prise de conscience de la peur de réussir, et puis je vais la faire, cette action, je sais que je vais la faire, c'est juste, je ne sais pas encore quand. Mais voilà, tout ce cheminement de pensée, de tout ce que ça m'apporte en fait finalement, c'est juste mais un cadeau extraordinaire pour moi. Donc tu vois, tout le cheminement. En prenant un autre exemple, un de mes rêves par exemple, c'est de créer un oracle. Voilà, j'ai ça en tête depuis plusieurs années. En plus, voilà, il y a plein d'éléments dans plein de signes, on va dire, qui m'ont fait penser que clairement c'était une piste. Je ne sais pas si je le ferai un jour, cet oracle. J'en sais rien encore. Bien sûr que j'en ai envie, ça me semble, ça me semble pertinent, c'est dans ma liste des rêves. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser ou pas? Je ne sais pas, parce que peut-être que dans 2 mois, j'aurai plus du tout envie de faire un oracle, ou dans plusieurs années. Bref, mais n'empêche que rien que cette idée-là, ce rêve-là, ma première action, ça a été de contacter une copine en disant, écoute, faudrait qu'on se voit, parce que voilà, moi j'ai envie, est-ce que tu serais OK pour faire les illustrations? Eh ben, elle est OK. Voilà, après la prochaine étape, bon, bah, ce serait déjà de le créer, de le mettre en place et puis d'aller chercher des personnes qui nous aideraient à le mettre en forme, à l'éditer, à le publier, tu vois? Il y a ce cheminement qui a commencé et finalement, peu importe la temporalité, peu importe le résultat, naîtra ou naîtra pas cet oracle, mais j'aurais osé parler de ce projet, ça m'aura permis de rencontrer des personnes et puis voilà, tu sais jamais où ça va te mener en fait. Le résultat, tu le connais jamais. Ce qui est génial, c'est tout le cheminement. Et dans ce cheminement, finalement, c'est d'accepter que tu ne connais pas du coup la finalité et que tu ne te connais certainement pas dans telle ou telle situation qui se présente à toi, qui est nouvelle, dans cet inconnu, mais à quel point c'est enrichissant d'aller te découvrir dans cette situation, dans cette expérience finalement. Quand je disais que souvent, quand on faisait face à une nouvelle situation, ça pouvait nous pousser à aller changer les histoires qu'on se raconte. Changer finalement, aller enlever les étiquettes qu'on nous a collées et qu'on a bien entretenues pendant plusieurs années, d'aller se découvrir, se redécouvrir et finalement constater la majorité du temps qu'on a toutes les ressources nécessaires pour se plonger pleinement dans cette nouvelle situation. Et que si elles ne sont pas encore extrêmement développées, eh ben, on va les développer. On les a en nous, on va les développer. Et si vraiment on ne les a pas, on va apprendre. Ou alors on va rencontrer, on va croiser quelqu'un sur ce chemin qui a ses compétences, ses capacités, ses connaissances, et on va s'en nourrir. Il va y avoir un échange. Donc en fait, quel que soit le domaine, si je prends la relation amoureuse, quand tu entames une relation amoureuse, tu ne sais pas combien de temps cette relation va durer. Tu n'as pas la donnée au début. Pour autant, est-ce que tu vas t'empêcher de vivre cette relation alors que tu connais pas la finalité? Peut-être que ça va durer 3 mois, mais ce sera peut-être 3 jolis mois pendant lesquels tu auras appris énormément. Ça va peut-être durer 8 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être jusqu'à la fin de ta vie. Mais ça, tu ne peux pas le savoir. Seulement tout ce que tu auras vécu pendant cette relation t'aura permis de te découvrir dans cette situation, de grandir, d'expérimenter. Et c'est là où finalement, à travers ces expériences aussi, où tu peux augmenter ta confiance en toi et ton estime de toi. Et t'apprends du coup à t'accepter avec les forces que tu as déjà, que tu te connais déjà, et les forces que tu ne te connais pas encore. J'ai pas envie de dire le mot faiblesse, parce que tout ce qu'on estime avoir en plus ou en moins, tout ce qu'on estime ne pas avoir, ben finalement, on va le trouver autrement. Donc voilà, toute cette expérience,
C'est ce qui va aussi te permettre d'augmenter ton estime et ta confiance en toi. Et un élément important aussi, c'est parce que c'est essentiel pour moi, c'est toujours être aligné en fait avec tes valeurs. Dans cette nouvelle expérience, dans ce rêve, dans ce projet que tu as envie de mettre en place, à partir du moment où il est aligné avec qui tu es, avec tes valeurs, il ne peut y avoir que du positif. Tu ne perds jamais finalement. Il y a cette phrase qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc pour surmonter cette peur de réussir, c'est d'aller regarder en toi tout ce que tu as déjà vécu et t'autoriser à aller vivre de nouvelles choses en ayant la certitude que de toute façon tu en sortiras avec une meilleure connaissance de toi et avec encore plus de force, avec encore plus de ressources. Alors si à l'écoute de cet épisode, tu te rends compte que toi aussi, tu as cette peur de réussir et que tu la nourris, eh ben déjà, sache que tu n'es pas toute seule, tout seul, et qu'une fois que tu l'as identifié, c'est déjà un super pas, et que maintenant tu peux aller voir comment ça se manifeste chez toi, d'où ça peut venir, comment elle est nourrie en fait régulièrement, voire au quotidien. Et puis pour l'exercice que je te propose dans cette fin d'épisode, c'est un exercice qui va te permettre de gagner en estime de toi. Pour ça, je vais t'inviter vraiment à prendre ce moment pour toi. Que tu prennes 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, voire plus, mais de t'accorder ce moment avec toi-même. Niveau matériel, tu auras besoin d'un crayon gris, d'une feuille, alors minimum A4, mais plus elle sera grande, mieux ce sera. De quelque chose qui va te permettre de tracer un cercle, donc compas, un verre, un bol, une assiette dont tu pourras faire le contour, une règle et des Posca, de la gouache, des feutres, des crayons de couleur, bref, de la couleur sous la forme que tu veux, ce qui t'appelle, ce que tu as chez toi. Le but, c'est que ce soit simple et spontané. Et une fois que tu as réuni tout le matériel, je t'invite à t'installer confortablement, de porter ta conscience sur ta respiration en la laissant telle qu'elle est, et prendre conscience de ton inspiration et de ton expiration. Une fois que c'est fait, une fois que tu es connecté à ta respiration, sur cette feuille, tu traces un cercle au centre de cette feuille. Et dans ce cercle, tu vas inscrire en capitale Je suis. À partir de ce cercle, tu vas tracer des rayons, histoire de transformer ce cercle en soleil. Tu fais autant de rayons que tu le souhaites. Tu peux le faire avec une règle, à main levée, le plus spontanément possible, ce qui te semble le plus évident pour toi. Une fois que c'est fait, je vais t'inviter à écrire sur ces lignes, sur ces rayons de soleil, tes qualités, celles qui te viennent spontanément, en accueillant les mots qui viennent. Je suis bienveillant, bienveillante. Je suis spontanée. Je suis loyale. Je suis déterminée, courageux, courageuse. Je suis fidèle. Je suis persévérant, persévérante. Observateur, observatrice. Toutes les qualités qui te viennent. Avec au moins 15 qualités. Mais je suis certaine que tu peux en trouver beaucoup plus que ça. Et je t'invite même, pour sortir de ta zone de confort, c'est de demander à ton entourage, ta famille, tes proches, tes collègues, de te donner 5 qualités chacun. Soit de vive voix, soit t'envoies un SMS. T'envoies un message en demandant, voilà, j'ai à cœur de faire un super exercice, un super épisode de podcast et j'aimerais que tu puisses, quand tu penses à moi, me donner 5 qualités. Pourquoi? Parce que non seulement, commence d'abord par toi, par les qualités qui te viennent. Parce que des fois, très souvent même, on ne s'estime pas assez. Donc déjà, aller chercher les qualités que tu vois en toi, en toute humilité, puisque l'humilité, c'est à la fois ne pas se croire supérieur, mais pas non plus se croire inférieur. Donc aller chercher en toi les qualités et oser demander à ton entourage des qualités qu'il t'attribue. Alors, sans permettre aux autres de te coller d'autres étiquettes, mais juste pour aller voir
qu'il y a peut-être des choses que tu ne vois pas chez toi, mais que les autres, oui. Et une fois que tu as inscrit toutes ces qualités sur tes rayons de soleil, je t'invite, parce que normalement tu en as plein maintenant, tu as plein de rayons, c'est un soleil qui brille, qui rayonne de toute sa lumière, de toute sa chaleur et de toute sa puissance. Je t'invite à le mettre en couleur, ce soleil. Tu peux même sur une autre feuille créer un paysage, un décor sur lequel tu vas venir coller ce soleil. Et je te propose de l'exposer, ce soleil. En plus, ça tombe bien, on en a besoin dans un endroit où tu verras ce soleil tous les jours, soit à côté de ton lit, soit sur ton miroir de salle de bain ou sur dans ton entrée, sur ta porte quand tu sors de chez toi, pour toujours avoir conscience de la personne merveilleuse que tu es. Donc en cette fin d'épisode, je n'ai rien d'autre à te dire à part que tu as toutes les ressources en toi pour réussir. Allez, à la semaine prochaine!